Alors, nous sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette première session de renforcement des capacités des travailleurs de santé. C'est la première des sessions de ce type et aujourd'hui, elle s'intitule Communication interpersonnelle pour la vaccination contre la COVID-19. J'ai quelques informations à vous donner d'abord. Tout d'abord, nous avons des services d'interprétation en français, en espagnol et dans un instant, il devrait aussi y avoir de l'arabe. Je crois qu'il y a l'arabe. Vous pouvez au bas de l'écran voir l'icône interprétation. Vous cliquez sur l'icône et ensuite vous choisissez la langue qui vous convient. Nous nous réjouissons de recevoir vos questions et vos commentaires. Il y a toujours au bas de la page une icône communication, questions et réponses. Et si vous avez des questions concernant la logistique ou votre certificat de participation, vous posez la question sur le chat. La séance d'aujourd'hui est enregistrée et en acceptant de participer, vous consentez à être enregistré. Et après la session, les enregistrements seront à votre disposition en anglais, en arabe, en français et en espagnol. Vous les trouverez sur un lien que nous vous communiquerons plus tard. Tout devrait être prêt en un jour ou deux. Vous pourrez aussi obtenir un certificat de participation. Il y aura une et nous aurons un petit sondage également à la fin de la session. Quelques mots concernant les données leur utilisation, toutes les données que vous nous communiquez lors de l'inscription, etc. Tout est gardé et préservé. Nous prenons très au sérieux la protection des données. Cette série fait partie de deux séances de formation organisées par l'OMS, une pour les travailleurs de la santé, l'autre pour les activités de déploiement et de vaccination au niveau national. Nous vous encourageons à suivre ces formations en ligne. Et je passe la parole à Shoshana. Alors, d'abord, nous allons donner la parole à Michel qui va nous présenter tous les intervenants d'aujourd'hui. Merci, Shoshana. Bonjour à tous. Je vais rapidement vous présenter nos intervenants et ensuite nous verrons quels sont nos objectifs pour aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Michelle Dines. Je suis spécialiste de la demande en immunisation à l'UNICEF au bureau régional Asie de l'Est et Pacifique. Je suis infirmière sage-femme et je suis particulièrement heureuse aujourd'hui d'être ici pour rencontrer d'autres travailleurs de la santé, professionnels de la santé publique. Et maintenant, je vous présente Kate Bagshaw, agent technique au centre d'immunisation de John Snow. Et puis, il y a aussi Melinda Frost, agent technique de gestion de l'infodémie dans l'équipe de l'OMS pour la communication sur les risques et l'engagement communautaire. Et enfin, Shoshana Goldin, agent technique à l'OMS dans le domaine préparation pays et prestations. L'objectif aujourd'hui est d'améliorer la capacité des travailleurs de la santé à communiquer sur la vaccination contre la COVID-19 afin d'encourager la confiance et améliorer l'acceptation du vaccin. D'ici la fin de la session, les participants devraient pouvoir définir les concepts de demande d'immunisation et hésitation, identifier les stratégies de communication auprès des membres de la communauté
afin de gérer les problèmes de fausses informations, améliorer l'acceptation et troisièmement, décrire les messages de communication efficaces, les dangers communs dans la communication et expliquer comment améliorer l'expérience des services. Nous allons donc d'abord lancer un sondage d'introduction et que vous verrez dans un instant. Mais pour le moment, aujourd'hui, nous allons commencer par quelques annonces. Ensuite, il y aura des informations sur la demande concernant le vaccin, la gestion des fausses informations, la communication efficace. Et ensuite, nous allons voir ce qui est prévenu pour l'avenir et nous aurons une vingtaine de minutes pour les questions et réponses. Et je passe maintenant la parole à Shoshana qui vous fera quelques annonces et vous communique les résultats du sondage. Alors, quelques annonces. Tout d'abord, toutes les ressources concernant le vaccin se trouvent sur le site qui est en voie de restructuration pour en faciliter l'accès et la navigation et trouver tous les outils et les guides dont vous avez besoin. Si vous avez des questions, des commentaires, adressez-les à who.int-initiative. J'aimerais annoncer également le lancement de quelques ressources que vous pourriez trouver utiles. D'abord, il y a l'orientation sur l'approvisionnement et la logistique pour les vaccins de la COVID-19 qui montre la chaîne d'approvisionnement et les besoins logistiques. Et vous pouvez le trouver sur le lien de l'OMS et par un lien sur le chat. Ensuite, il y a un document sur la demande de vaccination qui comprend des orientations des outils, des modèles pour l'acceptation et l'engagement communautaire et la gestion des fausses informations. Dans ces ressources, vous trouverez d'autres informations de contact et d'autres outils également. Et maintenant, les résultats du premier sondage. Je passe la parole à Michel et à Kate qui vont par nous expliquer comment améliorer l'acceptation et la demande pour le vaccin. Au cours des dernières années, on a beaucoup parlé de l'hésitation face aux vaccinations. Vous vous souviendrez peut-être que l'OMS avait dit que c'était une des 10 principales menaces contre la santé mondiale en 2019. Alors, commençons par voir ce que cela veut dire. C'est le fait de tarder à accepter ou même le fait de refuser des vaccins, même lorsqu'ils sont disponibles. Il est important de se rappeler que l'hésitation est l'un des aspects tout au long du spectre de l'intention d'immunisation. Ici, nous allons nous concentrer sur l'intention de recevoir les vaccins contre la COVID-19. Le spectre d'intention a deux extrêmes. Tout à gauche, vous avez les militants anti-vaccins et tout à droite, vous voyez les défenseurs qui essaient d'encourager les autres à accepter le vaccin. La majorité des gens se trouvent au milieu et tout simplement, ils acceptent les vaccins. L'idée est d'encourager la demande d'immunisation, ce sont les gens, les communautés qui soutiennent ou défendent l'utilisation des vaccins. Et plus le mouvement se fait vers la droite de la courbe, plus le niveau de demande ou l'intention de vaccination augmente. Votre méthode de communication auprès des membres de la communauté et des clients dépendra
de l'endroit où se positionne la personne sur cette courbe. Ce diagramme a été préparé pour aider les travailleurs de la santé à communiquer durant la vaccination et divise une session en 6 étapes de communication. La première doit servir à déterminer si la personne est admissible à recevoir le vaccin et à éliminer toute éventuelle contre-indication. Si la personne est admissible et qu'il n'y a aucune contre-indication, vous passez à la deuxième étape. Et c'est une déclaration de présomption. Alors, j'explique. Et cela comporte un message positif, disons. Donc, vous êtes admissible pour le vaccin et vous allez le préparer. Il faut l'exprimer avec suffisamment d'enthousiasme pour montrer que vous êtes enchanté que la personne puisse recevoir le vaccin. Les travailleurs de santé sont souvent des professionnels en qui on a une grande confiance et donc votre réaction est vraiment importante. Nous avons trouvé qu'à ce stade, il est préférable de supposer, de présumer que la personne est prête à accepter le vaccin. Si vous posez des questions sur l'intérêt ou la volonté d'accepter le vaccin avant de délivrer les messages clés, vous risquez de causer des doutes, alors que présumer l'acceptation sert à normaliser l'acte de vaccination. En troisième étape, vous avez la possibilité de faire passer les messages clés, c'est-à-dire les avantages de la vaccination, les effets secondaires habituels, comment les traiter et quels sont les risques possibles. Lorsque vous avez communiqué ces principaux messages, vous pouvez passer à l'étape 4 et avoir une discussion sur les questions, préoccupations que pourrait avoir la personne à vacciner. On ne saurait trop insister sur l'importance de créer un climat de confiance où la personne peut poser ses questions, évoquer ses préoccupations et l'importance d'y répondre avec empathie pour améliorer la confiance et donc l'acceptation du vaccin. Une fois que vous avez répondu aux questions et aux préoccupations, vous pouvez passer à la cinquième étape, c'est-à-dire l'étape de la demande de consentement. Il est important de ne pas oublier que tout le monde ne consentira pas nécessairement à se faire vacciner. Votre rôle est de rester respectueux, quelle que soit la décision qui vous est communiquée. Pour le patient, partir avec une expérience positive avec ou sans vaccin augmente les chances d'un retour à l'avenir. Et enfin, nous arrivons à l'étape 6. Soit vous procédez à la vaccination si le consentement a été obtenu, ou si ce n'est pas le cas, vous donnez des informations à emporter. C'est important alors de rappeler les précautions habituelles, les possibilités de suivi et de retour et les encourager à communiquer à d'autres groupes prioritaires la nécessité de se faire vacciner. Ma collègue Kate Bradshaw et moi-même allons vous faire une petite démonstration de ce qu'on peut faire si l'on a devant soi une personne qui a des préoccupations, des questions concernant le vaccin. Donc, je vous prie d'identifier les étapes que je viens d'expliquer, y compris les techniques spécifiques, une salutation respectueuse d'entrée, présumer l'acceptation, répondre avec empathie en cas d'inquiétude et que dire après la vaccination. Donc, ici, je serai la sage-femme et Kate sera membre de la communauté. Bonjour, Madame Backshaw. Je m'appelle Michel. Je suis sage-femme ici au centre
de santé. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour Michel, contente de faire votre connaissance. Vous pouvez m'appeler Kate. Merci Kate. Alors, j'ai regardé votre dossier et je constate que vous n'avez pas été vacciné contre la COVID-19 jusqu'ici. Est-ce que c'est bien exact? Oui, c'est exact. Alors, comme vous avez une tension artérielle élevée, que vous n'êtes pas enceinte ni allaitante en ce moment, vous pouvez recevoir le vaccin. Je peux le préparer. Ah, d'accord. Alors, permettez-moi d'abord de vous communiquer quelques informations importantes concernant le vaccin COVID-19. Tout d'abord, il est très efficace contre l'infection de la COVID-19. Et si vous deviez être contaminé, il vous évitera de tomber très malade. Mais comme aucun vaccin ne peut être efficace à 100%, il est important que vous continuiez de prendre des précautions habituelles. Il y a également quelques effets secondaires possibles pendant quelques jours. Par exemple, il est assez normal d'avoir un peu de rougeur et de gonfler à l'endroit de l'injection. Il suffira de faire quelques compresses froides pour réduire la douleur. Très bien, c'est bon à savoir. Bon, certaines personnes se sentent plus fatiguées ou ont mal à la tête, un peu de fièvre, des frissons. Un peu de paracétamol vous permettra de vous sentir mieux tout de suite. Ces symptômes peuvent signifier que le système immunitaire réagit au vaccin. Mais si vous ne ressentez aucun de ces symptômes, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que le vaccin ne fonctionne pas. Quelques personnes peuvent avoir des réactions plus graves qui nécessitent une intervention immédiate. C'est fort peu probable, mais si cela devait se produire, vous devez venir immédiatement ici ou à l'hôpital. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, le vaccin, c'est bien, mais tout de même, je me pose quelques questions. Oui, dites-moi, que puis-je faire pour vous? Bon, j'ai vraiment très peur d'attraper la COVID-19. J'ai un bon ami de mon âge qui a été infecté le mois dernier et qui en est presque décédé. Mais qu'est-ce qui se passe si je me fais vacciner? J'ai très peur. Kate, d'abord, je suis vraiment désolée de ce qui est arrivé à votre ami et je comprends que vous ayez été très effrayée. C'est une excellente question que vous posez. Je suis heureuse que vous l'ayez fait. Le vaccin n'est pas produit à partir d'un virus vivant qui cause la maladie et donc vous ne pouvez pas tomber malade avec le vaccin. Donc, vous ne vous exposez à aucun risque de ce type-là avec le vaccin. Est-ce que vous me suivez? Ah oui, je ne savais pas, mais c'est un soulagement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, en fait, c'était la seule chose qui m'inquiétait vraiment. Très bien, parfait. Alors, puisque nous avons pu euh, passer en revue ces informations importantes, est-ce que j'ai maintenant la permission de vous vacciner maintenant? Oui, je dois dire que c'est un soulagement. Magnifique. Eh bien voilà, c'est fait. Et maintenant que vous êtes vacciné, je vous demanderai d'attendre une quinzaine de minutes ici sur place afin que nous puissions voir si, il y a des réactions. Et ensuite, nous vous invitons à revenir dans 8 semaines à peu près pour la seconde dose. C'est très important pour assurer la meilleure efficacité possible. Bon, c'est sûr, je reviendrai pour la seconde dose. Très bien. Je voudrais également vous encourager à parler à toute personne que vous connaissez qui fait partie d'un groupe prioritaire pour les encourager à se faire vacciner. Nous voulons protéger le plus grand nombre possible. Ben, je vais en parler à mon voisin. Il est assez âgé, il ne conduit pas, donc je pourrais peut-être le conduire jusqu'ici. Ben, c'est une excellente idée. Et en partant, pour conclure, je vous rappelle de continuer à appliquer les précautions habituelles, port du masque, distanciation sociale et lavage des mains. Je n'y manquerai pas. Merci.
C'est un plaisir de faire votre connaissance, Kate. Je vous souhaite une excellente journée et nous nous retrouvons dans environ 8 semaines. Merci, Michel. Alors, maintenant, nous allons parler de la gestion des fausses informations et de ce qu'on peut faire au niveau de la communication au niveau communautaire ou national. Donc, les fausses informations sont de plusieurs catégories. Il y a 3 types de fausses informations. Alors, d'abord, une fausse information, ça peut être simplement des erreurs accidentelles, des informations qui ne sont pas à jour ou qui ont été mal interprétées, mal comprises et ensuite communiquées, mais sans nécessairement avoir d'intention de nuire. Alors que la désinformation, ce sont vraiment des informations fausses, délibérément fausses, qui sont communiquées dans une intention de nuire et à des fins de gains personnels, politiques ou économiques. Et les rumeurs, par contre, sont des informations non vérifiées, mais qui sont intéressantes, qui paraissent intéressantes et qui donc se propagent très rapidement. Elles ne sont pas nécessairement ni justes ni fausses. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de réfuter les mythes et les rumeurs. Et c'est le plus facile au niveau communautaire où on peut plus de temps et pour procéder à ce qu'on appelle l'inoculation, la vaccination sociale. Donc, il faut peut-être préparer les gens en leur disant il est probable que vous entendiez de fausses informations par tel ou tel canal de communication. Donc, il est important de les préparer à ces fausses informations pour qu'ils puissent mieux faire la différence entre ce qui est peut-être vrai ou ce qui ne l'est pas. Il a été démontré qu'il y a moins de risques de propagation et de répercussions de ces fausses informations si les gens ont été préparés à discerner. C'est plus important que jamais maintenant. Alors, il y a certaines formules qui peuvent être utiles dans un lien entre infirmière et patient, que vous êtes face à une personne qui doit se faire vacciner. Et vous pouvez utiliser cette formule devant des personnes qui sont peut-être inquiètes ou qui ont entendu des informations fausses, erronées. Alors, la meilleure façon de procéder, c'est d'abord de donner des faits, des informations factuelles. Si la personne vous fait part d'informations qu'elle a reçues qui sont fausses, commencez par expliquer, par présenter les faits, la vérité. Et peut-être voir d'où vient cette information. Non, ne répétez pas l'information, la fausse information, pour qu'elle ne soit pas ancrée dans la tête. Mais il faut expliquer aussi les fautes de raisonnement, les éléments illogiques de ces informations. Et ensuite, répéter les faits, la vérité, donc en fin de conversation. Les informations erronées peuvent prendre des formes différentes. Alors, peut-être que ce sont de faux experts, de prétendus experts qui ont donné ces informations sans avoir une véritable maîtrise du domaine des vaccins. Et
souvent, ce sont des articles d'information qui ne sont pas équilibrés, où l'on n'a pas présenté les deux éléments, ou l'on présente les deux éléments, mais l'un qui est loin d'être prouvé en tant de temps que les faits. Et il y a aussi les attentes déraisonnables ou impossibles. Quand on dit, bon, si les scientifiques ne savent pas, c'est que c'est forcément mauvais. Ensuite, il y a évidemment les choix qui conviennent pour soutenir vos théories, pour rendre l'information plus crédible. Et puis, il y a évidemment les théories des conspirations. Alors, nous avons un petit scénario pour montrer le type de communication que l'on peut avoir pendant une session, pour voir comment faire face à de fausses informations et comment réagir si l'on n'obtient pas le consentement à vacciner. Donc, nous allons encore une fois faire un jeu de rôle. Je serai donc le vaccinateur et Kate sera la cliente. Bonjour, je m'appelle Milanda. Je crois que vous avez décidé de vous faire enregistrer pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 en tant que groupe prioritaire parce que vous êtes agent de santé. Je vous félicite. Réponse. Bonjour Mélinda, je suis très heureuse de vous rencontrer. Je m'appelle Béatrice. Mélinda, oui, franchement, je ne suis pas tout à fait sûre de ce que l'on dit de ce vaccin. Question, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les informations que vous avez entendues et ce qui est un plus important encore, d'où viennent ces informations? Béatrice. En fait, j'ai l'habitude d'écouter une émission de radio qui s'appelle Disons la vérité. Et ils interviewent souvent un chiropraticien, le docteur Tran, qui donne son avis sur différentes questions de santé. Et lui, il remet en cause la sécurité des vaccins en raison de la rapidité à laquelle ils ont été mis au point. Je suis agent de santé, j'ai suivi une formation. Je dois reconnaître que j'ai un petit peu du mal à accepter un vaccin si les médecins eux-mêmes doutent de son innocuité. Mélinda, merci de me dire cela. Je comprends bien vos préoccupations, mais vous avez tout à fait raison. Le vaccin contre la COVID-19 a été mis au point rapidement. Toutefois, il est important de savoir que pour ce vaccin, le processus de développement a été le même, aussi bien en ce qui concerne les tests d'efficacité que les tests d'innocuité, que pour tous les autres vaccins. Les essais vaccinaux sont allés plus vite simplement parce que le risque que présentait la COVID-19 était si grave que des dizaines de milliers de personnes ont rapidement décidé de se porter volontaire pour participer aux essais. Normalement, il faut 1 an à 18 mois pour recruter juste une fraction du nombre de volontaires dont nous avions besoin pour le vaccin contre la COVID-19. Donc, tout a été fait en respectant les normes scientifiques, comme pour les autres vaccins. Béatrice, oui, mais le docteur Tran ne l'a pas dit cela dans son interview. Melinda, oui, c'est un petit peu surprenant, mais ce n'est pas vraiment. En fait, j'ai l'impression que ce médecin donne son avis et peut-être que l'émission de radio n'a pas cherché à interviewer quelqu'un qui était d'un avis différent, d'un avis contraire. Je pense que cette personne aurait pu donner des détails sur la manière dont le vaccin contre la COVID-19 a été mis au point en suivant les mêmes procédures en matière de sécurité et d'efficacité que pour les autres vaccins. Béatrice, bien. Je crois que je commence à comprendre, mais quand même, qu'en est-il de cette nouvelle technologie qu'on appelle le vaccin à ARN messager? Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est? Est-ce qu'on a suffisamment de connaissances? Mon mari et moi-même, nous aimerions avoir des enfants un jour. Alors, que se passera-t-il si cela a des incidences sur nos enfants futurs ou si je n'ai plus la possibilité d'avoir des enfants? Melinda, ce sont là de bonnes questions, Béatrice. Les vaccins à ARN messager sont des vaccins synthétiques qui ne contiennent pas une forme atténuée du virus, comme c'est le cas des vaccins auxquels nous sommes habitués.
En fait, les vaccins à ARN messager génèrent une protéine qui déclenche votre système immunitaire en toute sécurité. C'est un petit peu comme si le vaccin à ARN messager donnait des instructions permettant à votre organisme de gérer une réponse pour se protéger. Certains experts disent que vous n'avez aucun risque d'avoir votre génome modifié, pas plus que vous n'avez de risque de vous voir pousser des branchies lorsque vous mangez du poisson. Béatrice, je ne sais pas. Enfin, ça me paraît quand même encore un peu trop tôt, on n'en sait pas assez. Personnellement, j'ai un petit peu de mal à me décider. Je ne suis pas encore certaine. Mélinda, Béatrice, je sais, c'est beaucoup d'informations à assimiler. En tant qu'agent de santé, vous êtes sous stress et je pense que c'est la raison aussi pour laquelle vous devez être considéré comme prioritaire pour le vaccin parce que vous avez plus de risques de contracter la COVID-19 en raison du milieu dans lequel vous travaillez. Mais il y a beaucoup de sources d'informations sûres qui décrivent le processus de mise au point du vaccin ainsi que d'autres données de sécurité. Vous pouvez regarder le site de l'OMS, who.int, ou le site de notre gouvernement, eomoh.gov. Je pense que de cette manière, vous aurez plus d'informations. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que je peux vous vacciner maintenant? Béatrice, merci pour les informations, Mélinda, mais je crois que je dois encore prendre le temps de réfléchir avant de prendre ma décision finale. Je ne crois pas pouvoir me faire vacciner aujourd'hui. Mélinda, très bien, Béatrice, pas de problème. Je suis vraiment heureuse que vous ayez été ici aujourd'hui. Eh bien, je vais vous renvoyer chez vous avec quelques brochures pour vous aider à trouver des réponses à certaines de vos questions. N'oubliez pas de prendre les mesures de protection habituelles, port du masque, laver vos mains, distanciation sociale et ouvrir les fenêtres dans les lieux bondés. J'étais très heureuse de vous rencontrer et n'hésitez pas à nous appeler ou à appeler la clinique si vous avez d'autres questions. Et si vous changez d'avis, nous sommes là pour vous aider. Bien, nous pouvons passer maintenant à la diapo suivante. Maintenant, nous allons parler des messages de communication efficaces, des pièges et de l'expérience en la matière. Sur l'écran, nous vous présentons 5 pièges qu'il faut éviter si vous voulez communiquer avec les membres de la communauté. Le premier risque, c'est d'envoyer des messages troubles. Les messages troubles sèment la confusion et la méfiance. Il est important d'avoir un message simple avec les personnes avec qui vous vous entretenez. Pour cela, vous devez discuter avec vos collègues et vous mettre d'accord sur des messages clés. Deuxièmement, le deuxième écueil, c'est de parler sur un ton paternaliste ou avec une attitude condescendante. Par exemple, dire « Je suis un professionnel chevronné, je sais de quoi je parle et j'ai d'autres informations à vous donner. » Une autre façon de s'exprimer, c'est de dire « Je comprends votre point de vue, mais voilà d'autres informations que je peux vous communiquer. » Le troisième piège ou le troisième écueil, c'est d'être trop sûr de soi. Lorsqu'on est trop sûr de soi, on risque de dire « Mais non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, le vaccin est sûr à 100%. » Il vaut mieux être transparent vis-à-vis des personnes à qui vous vous adressez que de dire quelque chose dont on n'est pas absolument certain. Un message transparent pourrait être le suivant: nous continuons d'apprendre ce qu'il en est de l'innocuité du vaccin pour les enfants et pour les femmes enceintes. Le quatrième piège, c'est d'utiliser du jargon ou des termes médicaux. Cela fait que le patient avec lequel vous parlez ne comprend pas ce que vous dites et cela le met mal à l'aise, l'empêche de vous poser des questions. Il faut que le message que vous transmettez soit à la hauteur de celui qui vous écoute. Il faut donner des informations claires, au bon niveau pour encourager une interaction et une discussion. Cela vous rendra plus accessible à la communauté. Le cinquième piège, c'est de balayer d'un revers de main les inquiétudes. Plutôt que de dire « faites-moi confiance, les effets secondaires sont minimes », il est important de reconnaître que des personnes sont inquiètes et de le faire avec empathie. Par exemple, vous pouvez essayer de dire « merci de nous faire part de vos préoccupations ». Il est possible effectivement d'éprouver quelques effets secondaires, mais les effets secondaires ou les réactions graves sont rares. Par contre, si vous en avez, vous venez immédiatement au centre de santé ou à l'hôpital. Comme vous pouvez le constater, il s'agit non seulement de connaître les faits concernant le vaccin et la vaccination contre la COVID-19, il est aussi important de savoir comment l'on communique le message aux membres de la communauté. Il faut avoir un message simple, parler sur un pied d'égalité avec vos interlocuteurs, être transparent et utiliser le moins possible du jargon médical tout en reconnaissant avec empathie les préoccupations et en apportant la possibilité d'avoir une interaction positive aussi bien pour les agents de santé que pour les membres de la communauté. Ensuite, en plus d'utiliser une méthode de communication efficace, il y a d'autres moyens de faire en sorte que l'expérience de la vaccination soit meilleure. Par exemple, vous avez ici un diagramme.
Tout d'abord, il s'agit de créer un partenariat et de travailler avec la communauté pour répondre aux besoins de vaccination. Vous pouvez le faire, par exemple, en organisant des horaires flexibles ainsi que des journées et des sites souples pour pouvoir assurer un accès aux services pour les membres de la communauté. D'autre part, je rappelle qu'il y a aussi qu'il est important de savoir quels sont les groupes prioritaires que vous ne connaissez peut-être pas bien. Dans certaines situations, vous n'avez peut-être pas l'habitude de vacciner des adultes. Donc, il faut savoir quelles sont leurs questions, quelles sont leurs préoccupations. Et puis, vous devez également parler avec les dirigeants des communautés pour qu'ils puissent identifier les membres prioritaires dans leur groupe et les encourager à se faire vacciner. Deuxièmement, ce qu'il faut, c'est créer un environnement calme et positif, ce qui signifie qu'il faut avoir un espace, qu'il s'agisse d'un centre de santé ou d'un centre de sensibilisation qui soit propre, bien organisé et qui suive tous les protocoles relatifs à la COVID-19. Il faut également assurer le caractère privé, la confidentialité pour les membres de la communauté. Il faut également accueillir chaleureusement les personnes qui viennent vous voir. Il faut montrer une sensibilité si l'équipement de protection individuelle inquiète les personnes. Certains membres de la communauté ne sont peut-être pas habitués à vous voir habillés avec cet équipement de protection individuelle. Il faut donc leur expliquer à quoi il sert. Troisièmement, la communication est importante. Et une fois de plus, je répète ce que nous avons déjà dit auparavant. Il faut utiliser un langage simple et respectueux. Il faut partager des messages clés concernant la vaccination contre la COVID-19, expliquer comment faire face aux effets secondaires les plus courants et utiliser les SMS, le courrier électronique, le téléphone et tous ceux qui peuvent mobiliser la communauté pour assurer un suivi après la vaccination. En fait, les principaux points doivent être faits pendant la vaccination proprement dite. Une fois que les personnes sont vaccinées, il faut suivre les directives suivantes. Il faut utiliser un langage neutre pour réduire l'anxiété. Il ne faut pas procéder à des aspirations pendant l'injection du vaccin et il faut également placer les adultes de manière appropriée. Il faut qu'ils soient assis, à moins qu'ils aient un risque de s'évanouir ou que l'on sache qu'ils peuvent s'évanouir. Voilà, maintenant, nous allons passer à Shoshana qui va nous donner encore quelques informations et également des informations sur l'enquête que nous avons menée. Et ensuite, nous aurons le temps pour entendre des questions et des réponses. Merci. Maintenant, je vais demander à l'équipe de l'éco-séminaire de bien vouloir nous présenter les résultats du sondage. Je rappelle que cet exposé sera partagé avec tous les participants ainsi que les enregistrements. Et tout cela figurera également sur le site web. Tous les exposés seront affichés sur ce site. Si vous avez encore des questions à poser après la séance, vous pouvez bien sûr les poser. Vous pouvez par exemple nous les envoyer à TechNet ou à Telegram. Vous voyez les adresses sur l'écran. Ensuite, quelles sont les étapes suivantes, les prochaines séances? Shoshana, c'est tout ce que nous avions sur cette diapo. Donc maintenant, je vais vous donner la possibilité de poser des questions si vous le souhaitez. Utilisez la fonction question-réponse. Cela étant, et dans l'intervalle, je vais vous donner des informations sur les prochaines sessions. Tout d'abord, nous aurons le 23 février une séance consacrée aux points focaux nationaux et sous-nationaux. Ce sera mardi prochain. Nous parlerons des questions d'indemnisation et de responsabilité. Ensuite, le 2 mars, nous aurons une séance consacrée aux agents de santé et nous mettrons l'accent sur la prévention de l'infection et l'endiguement de la COVID-19 grâce à l'introduction du vaccin. Et je crois que les questions commencent à arriver, donc nous allons écouter vos questions. Kate, Michel et Melinda. Nous avons une question de la part de Noam Guyen qui demande ce qu'elle peut faire en tant qu'agent communautaire pour faciliter la vaccination contre la COVID-19. Oui, je crois que je peux répondre. En fait, ce que je recommande, c'est qu'en tant que pharmacienne, vous soyez à la disposition de votre patientèle pour répondre à ces questions. Vous pouvez, par exemple, développer la
confiance en assurant une communication très transparente. Je sais que parfois, on se demande comment est-ce que l'on peut parler des effets secondaires. Et je crois qu'il faut pour cela être tout à fait transparent. Plus il y a d'informations, plus les personnes seront moins craintives vis-à-vis des effets secondaires. Donc, je crois qu'il est important de faire comprendre aux personnes que vous êtes à leur disposition pour répondre à leurs questions. Et soyez surtout très transparent dans votre communication. Je crois que grâce à cela, les personnes seront moins préoccupées, en tout cas moins préoccupées par les effets secondaires qui pourraient survenir. Une des techniques concernant les fausses informations qui a été évoquée par Melinda, c'est que vous pouvez donner des informations de manière préventive pour démonter à l'avance les fausses informations. Vous pouvez par exemple dire en passant « Ah tiens, j'ai entendu dire qu'il y a des rumeurs qui disent ceci ou cela » et vous pouvez contrer ces rumeurs, les démonter. Il faut également expliquer pourquoi est-ce que ces rumeurs ne sont pas fondées scientifiquement et pourquoi elles ne sont pas vraies. Ce qui est important, c'est de répondre à ces rumeurs et de les démonter. Donc, il faut vraiment que vous laissiez les canaux de communication ouverts avec la communauté dans laquelle vous travaillez. Cela est très important. Merci. Merci. Encore une question de Carlos. Quelle est la meilleure façon de réagir aux fausses informations, à la désinformation sur les médias sociaux? Je vais essayer d'y répondre. Je crois que la meilleure façon de réagir, c'est d'utiliser la formule qui a été proposée, à savoir donner des informations factuelles. Et puis, il faut également proposer d'autres sources dignes de foi pour contrer les informations en question. En tant qu'individu, il est important de citer d'autres organisations auxquelles on fait confiance, par exemple le ministère de la Santé ou des instituts de santé. L'OMS, bien sûr, c'est aussi un bon exemple. Toute organisation qui donne des informations valables, fiables sur la question. Et puis, je fais le pont avec ce qui a été dit par Michel. Ce qui est important aussi, c'est qu'au sein de la communauté, vous sachiez exactement quels sont ceux qui peuvent intervenir. Les pharmaciens, c'est un excellent exemple. Et il faut également leur donner les informations nécessaires. Donc, je crois que c'est important non seulement de réfuter les informations, mais de les démonter à l'avance. Je parle bien sûr des fausses informations. Je crois qu'il est important que vous le sachiez parce que finalement, n'oublions pas que les agents de santé sont considérés comme des sources d'informations fiables. Donc, c'est à vous d'être sur le terrain et d'agir. Merci. Merci. J'aimerais peut-être ajouter quelque chose à ce qui a été dit par Melinda. Une erreur très fréquente lorsqu'on essaye de réagir aux fausses informations, c'est de reprendre cette même information qui est fausse. Je suggère pour ma part que lorsque vous essayez de réfuter des fausses informations, vous ne reprenez pas cette fausse information. Plutôt, ce que vous essayez de faire, c'est de contrer l'information en disant « reportez-vous à tel ou tel site qui a les bonnes informations ». Je crois que c'est beaucoup mieux pour essayer de contrer les fausses informations. Il ne faut pas les partager en tout cas. Merci. Très bien, merci. Nous avons maintenant une autre question. Je ne sais pas très bien comment prononcer votre nom. Kamidaya. Comment est-ce que l'on peut réfuter le fait que le vaccin contre la COVID, comme d'autres vaccins, peut susciter des accidents ou des incidents de vaccination? Peut-être que Kate, Michel ou Melinda pourront répondre. En fait, c'est un problème que nous rencontrons aussi chaque fois qu'un nouveau vaccin est mis sur le marché, en particulier dans les pays où il y a eu des effets indésirables à la suite d'une campagne de vaccination.
les gens considèrent à ce moment-là que la vaccination, quelle qu'elle soit, va provoquer des effets secondaires. Mais bien sûr que lors des campagnes de vaccination, il peut y avoir des effets secondaires. Alors, nous pouvons par exemple être à l'écoute de la communauté, nous pouvons réfuter les rumeurs, réfuter les fausses informations. Et surtout, ce qu'il faut, c'est réagir le plus précocement possible. Nous pouvons également organiser des webinaires, des séances de questions-réponses pour expliquer quels peuvent être les effets indésirables après la vaccination. Je crois que cela peut aider la communauté à garder son calme et à mieux comprendre quelle est la situation sanitaire. Il y a également d'autres suggestions. Il faut toujours être transparent, avoir des informations à jour et aussi donner des informations périodiquement. Bien sûr, nous ne voulons pas cacher des informations, mais je crois qu'il faut toujours répondre, réagir et communiquer aussi rapidement que possible lorsque de fausses informations vous parviennent. Donc, bien sûr, c'est vrai que parfois, il peut y avoir des effets indésirables lors des campagnes de vaccination systématiques et il faut le reconnaître. Nous pouvons reconnaître les éventualités. Il y a l'éventualité que tel ou tel effet indésirable se produise. Merci. Merci beaucoup. Une question de la part de Willing. Où les communautés peuvent-elles trouver des informations fiables sur les vaccins contre la COVID-19? Je crois qu'il y a plusieurs sources possibles et il y a différents niveaux. Certaines informations sont peut-être trop techniques, mais nous sommes en train de simplifier et de préparer nos propres documents à distribuer et à donner à des leaders de la communauté ou même à la communauté comme des entreprises. Mais on peut trouver sur le site des informations. Nous préparons des informations plus directement adaptées aux différents publics. Et il y a des informations sur le site de l'UNICEF également. Et Kate et Michel ont mentionné des ressources également. Et je pense qu'il y a aussi sur le site de la préparation des pays, il y a aussi des ressources encore plus neuves. Oui, en effet, nous avons beaucoup d'informations sur le site et sur la façon dont on peut vacciner, comment est-ce que les vaccins fonctionnent. Je crois que ce qui est important, c'est de partager des informations faciles à comprendre sur le fonctionnement de la vaccination contre la COVID-19. Donc, sur le site de la préparation et de l'administration du vaccin contre la COVID-19, il y a beaucoup d'informations. Il y a une question de la part d'Oscar qui demande comment est-ce que les agents de santé peuvent répondre si on leur demande quel est le meilleur vaccin? Alors, Kate, Michel, Melinda, qui veut répondre? Oui, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. D'après mon expérience à l'UNICEF, nous sommes agnostiques en ce qui concerne les vaccins. Nous n'avons pas de préférence pour tel ou tel vaccin. À partir du moment où ce vaccin a bénéficié d'une pré-homologation de la part de l'OMS ou d'une institution gouvernementale. Donc, si les agences de santé ont approuvé préalablement ce vaccin. Donc, en ce qui me concerne, je dirais tout simplement que vous pouvez expliquer quelle est la situation dans votre pays. La situation varie d'un pays à l'autre.
Dans certains pays, certains vaccins sont disponibles, dans d'autres, ce sont d'autres vaccins. Par exemple, il y a des vaccins qui sont envoyés par l'OMS. Vous pouvez donner cette information et personnellement, je n'exprimerai pas de préférence. Je dirais simplement que ce qui est important, c'est que l'on puisse déployer les vaccins aussi rapidement que possible, qu'il y a un certain nombre de vaccins qui sont disponibles et que nous recommandons d'utiliser les vaccins qui sont à disposition. Il s'agira de vaccins différents. Ce ne seront pas toujours les mêmes vaccins qui seront disponibles, en tout cas pas tout le temps. Tout dépend du pays, tout dépend de la procédure ou d'homologation dans votre pays. Donc, je crois qu'en tout cas, il faut dire que le vaccin qui a été homologué dans votre pays permettra de répondre à la question. C'est celui-là que vous pouvez utiliser. Je crois que Shoshana a peut-être encore d'autres questions. Je vais essayer de voir s'il y a d'autres questions auxquelles nous pouvons répondre. Alors, il y a une autre question de Banyan. Quels sont ceux qui ne peuvent pas recevoir le vaccin contre la COVID-19? En quelque sorte, quelles sont les contre-indications? Alors, pour commencer, je dirais que si quelqu'un a déjà reçu une injection de vaccin contre la COVID-19, a eu une réaction grave, et il vaudrait mieux qu'il ne reçoive pas une deuxième dose. Vous savez que cela concerne une toute petite fraction de personnes qui peuvent avoir des réactions graves après la vaccination. Nous sommes en train de rassembler davantage d'informations sur le vaccin contre la COVID-19, sur son innocuité, par exemple, chez les femmes enceintes et chez les femmes allaitantes. Donc, ce sont des groupes qui n'ont pas fait, qui ne font pas partie des groupes pour lesquels on recommande le vaccin pour le moment. On attend d'avoir davantage de détails, davantage d'informations. Ensuite, pour ce qui est des enfants, les enfants n'ont pas été intégrés dans les essais sur les vaccins. Maintenant, on commence à intégrer des adolescents. Donc, au fur et à mesure que les données nous parviendront et que nous saurons ce qu'il en est de l'efficacité et de l'innocuité des vaccins, nous pourrons ajouter ces groupes d'âge aux groupes pour lesquels le vaccin est recommandé. Mais il faut du temps pour avoir de plus en plus d'informations grâce aux essais qui sont menés dans les différentes populations. Merci. Merci. Peut-être que je pourrais prendre une autre question qui a été posée. Question de Victor. Je viens d'un pays très religieux. Comment est-ce que l'on peut contrer les fausses informations et la désinformation, surtout lorsque ces fausses informations touchent à leurs croyances? Alors, nous savons que dans les efforts de vaccination, les communautés religieuses peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Il peut y avoir des malentendus. Il peut y avoir également des pertes de confiance vis-à-vis du vaccin. Donc, ce que nous demandons maintenant, c'est de vraiment travailler avec les chefs religieux des différentes communautés et essayer de comprendre quelles sont les préoccupations. Il faut bien comprendre quels sont les ingrédients qui sont utilisés dans les vaccins et expliquer que les ingrédients qui sont craints par certaines personnes ne sont pas utilisés dans les vaccins. Donc, il faut répondre à ces questions, très franchement. Et puis, surtout, il faut intégrer les chefs religieux dans notre campagne de vaccination. Je sais que l'OMS a travaillé avec ses partenaires. Nous pouvons avoir des informations très simples, très simplifiées pour les communautés religieuses, pour les chefs religieux, et expliquer ce que c'est qu'un vaccin.
et également expliquer ce qu'est le vaccin contre la COVID-19, comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce que ce vaccin va nous mettre tous à l'abri. Je crois qu'il est important de bien comprendre et bien faire comprendre que grâce au vaccin, nous serons davantage en sécurité. Donc, bien sûr, c'est une question qu'il faut traiter avec ces communautés. Voilà. Très bien. J'aimerais savoir je crois qu'il y a une question qui est la suivante. Est-ce qu'il y a des centres d'appel au niveau national? Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone qu'on peut appeler pour avoir des informations? Quels sont les groupes cibles pour la vaccination? Ce qui est important, c'est que chaque pays décide de la manière dont il va communiquer. Donc, je crois qu'il est important de mettre au point une politique au niveau national et nous avons également besoin des directives de l'OMS. Il y a encore un certain nombre de questions concernant la grossesse et le vaccin contre la COVID-19. Alors, est-ce que les femmes enceintes peuvent ou non être vaccinées? C'est une question que nous allons traiter lors d'une des séances futures. Shoshana, il y a une question très intéressante que je viens de lire qui concerne la désinformation. Et comment est-ce que l'on fait face à la désinformation lorsqu'elle provient d'une autorité nationale, par exemple un gouverneur? Et lorsque de telles informations viennent d'une source officielle, comment est-ce que l'on réagit? Je crois que c'est une question tout à fait intéressante. Pour ma part, je pense qu'il est important de prévenir de telles situations. Je crois qu'il faut essayer de former vos porte-paroles, y compris le porte-parole du ministère de la Santé, au niveau national ou au niveau régional, et leur faire bien comprendre comment fonctionne le vaccin contre la COVID-19, leur apprendre à répondre aux questions. Et je pense que de cette façon, on peut, d'une certaine manière, lutter contre la propagation de ces fausses informations, contre la désinformation. Oui, j'aimerais également ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit par Michel. D'après mon expérience, travaillant dans différents pays qui se préparent à des situations d'urgence, ce que nous essayons de faire à l'OMS ou dans d'autres organismes, c'est de voir comment nous pouvons réagir. Et en fait, je crois qu'il faut que nous travaillions davantage avec ceux qui gèrent les situations d'urgence. Il faut travailler non seulement avec les pouvoirs publics au niveau national, mais également au niveau local. Et il faut réagir avant même que la situation d'urgence ne se produise. Donc, vous voyez à quel point il est important de donner la possibilité à ces personnes d'avoir les informations nécessaires, de leur faire comprendre quel est le risque si elles ne se font pas vacciner. Donc, je crois qu'il est important d'avoir une très bonne communication sur les vaccins, une excellente campagne d'information sur les vaccins, parce que je pense que c'est fondamental. Et pour cela, il faut que vous travailliez avec les pouvoirs publics locaux et également les pouvoirs publics au niveau national. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie pour toutes ces informations. Je crois qu'il nous reste à peine une minute. Il y a encore plusieurs questions qui ont été posées. Il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises. Comment est-ce que l'on explique aux groupes prioritaires la manière dont fonctionne le vaccin?
et pourquoi est-ce que ces personnes sont prioritaires? Bien sûr, ce vaccin n'est pas obligatoire. L'idée, c'est de toujours respecter l'individu. Donc maintenant, je donne à nouveau la parole à Kate, Michel et à Melinda pour voir si elles ont encore quelque chose à ajouter. Vous avez la parole. Oui, je vous remercie tous d'avoir pris le temps de suivre cette séance d'information. Je crois que c'est un sujet absolument passionnant. Cela est intéressant pour les agents de santé, pour les professionnels de la santé. Alors, n'oubliez pas que nous devons bien réfléchir à la manière dont nous communiquons et, au bout du compte, ce qui est important, c'est que notre interaction soit positive et soit perçue comme étant positive et que les personnes avec lesquelles nous traitons aient le sentiment qu'elles peuvent faire confiance au système, qu'elles peuvent nous faire confiance, quelle que soit la situation. Et nous espérons que de cette façon, il y aura davantage de personnes qui se feront vacciner. C'est un travail colossal, bien sûr, mais je crois qu'il faut continuer. Merci. Bien. Kate? Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je voulais simplement répéter ce qui a été dit par Michel tout à l'heure. J'apprécie vraiment que pendant cette séance, nous puissions apprendre grâce à vous. Nous apprenons également grâce à vos questions et nous comprenons mieux quelle est la situation dans les différents pays et comment on peut mieux y réagir. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation. Et c'est vrai que nous sommes très loin les uns des autres, mais malgré tout, nous vous remercions de pouvoir travailler avec les membres de vos communautés. Merci. Merci à tous d'avoir pris de votre temps précieux pour suivre notre séance d'information aujourd'hui. Je vous dis un grand merci et je remercie tous ceux qui ont fait le nécessaire pour organiser cette séance. Je crois que c'est très important. Voilà. Je crois qu'il est très important de bien communiquer pour assurer le succès de la campagne de vaccination. Je vous remercie et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer. Shoshana. Bien, c'est parfait. Donc, je rappelle que les présentations vont être disponibles sur le site web et puis que nous pouvons également répondre à vos questions. Nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, mais vous pouvez les envoyer aussi après la séance. Il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu aujourd'hui, mais nous pourrons y répondre ultérieurement. Sur ce, je vous remercie tous et je serai ravie de vous retrouver lors de la prochaine séance. Merci.